Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. On va parler politique. Les enfants croient au Père Noël. Les adultes, non. Ils ne croient pas au Père Noël. Les adultes votent. Cette phrase ne vient pas de moi, ni de notre invité de ce soir. Elle vient de Pierre Desproges et je pense qu'elle résume à sa manière l'excellent livre dont nous allons parler ce soir. Bonsoir François Pégodeau. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ce soir. Pour vous présenter en quelques mots, avant de parler plus directement du livre, vous êtes donc écrivain, critique, littéraire, cinématographique, scénariste, acteur. Vous publiez votre premier livre aux éditions Verticales en 2003, Jouer juste, qui est un monologue d'un entraîneur de football avant les prolongations de la finale de la Ligue des Champions, qui exhorte ses joueurs à jouer juste. On va citer Histoire de ta bêtise, paru chez Pauvert-Fayard, une généalogie, vous dites, de la bêtise, d'une partie de la classe dominante qui se croit de gauche et qui, en se croyant de gauche, conserve ses intérêts et l'ordre établi. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer Entre les murs, que vous co-scénarisez pour l'adaptation éponyme du film de Laurent Cantet, dans lequel vous jouez, qui reçoit la Palme d'Or en 2008. Mais ce soir, on parle de votre dernier essai, Comment s'occuper un dimanche d'élection, paru aux éditions Divergence. Un essai politique d'un abstentionniste non prosélyte, vous dites. Pour le résumer en une phrase, ce serait, pour moi, ce serait si vous ne voulez pas voter, ne votez pas. Si vous voulez voter, votez. Par contre, ne pensez pas que vous faites de la politique en votant. La première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'est né ce livre? Je veux dire, vous écrivez depuis déjà 20 ans, il y a eu pas mal d'élections présidentielles depuis, pas les plus glorieuses, et qui se sont quand même beaucoup ressemblées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, vous avez décidé de parler du vote et de l'abstention? Eh ben, c'est une semi-décision, puisque le livre est un livre de commande. Enfin, c'est une suggestion des camarades des éditions Divergence qui m'ont contacté en novembre en me disant on aimerait bien que tu écrives un livre sur l'élection et on le sortirait en mars, ce serait un peu rigolo parce que ça serait pendant la campagne. Et ils m'avaient entendu parler d'élections ici ou là, quoi, au gré de certaines prises de parole publiques, parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment écrit sur la question, peut-être des petites bribes ici ou là, mais c'est vrai que c'est pas une question pour moi. C'est une question très secondaire, mais de dire que c'est une question secondaire est déjà une opinion assez marquée et méritait finalement qu'on essaie d'argumenter pour dire en quoi la question du vote, comme je le dis, n'est pas politique. La question de voter ou pas n'est pas une question politique. En tout cas, si c'est une question politique, c'est une question politique au sens le plus bas de politique, ou en tout cas une question très secondaire. Donc c'est vrai que je me retrouve à faire un livre sur l'élection qui consiste à dire que l'élection n'est pas vraiment un sujet. Mais au bout du compte, en y réfléchissant, je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à dire, en fait, parce que ce que j'appelle le dispositif électoral, je crois, en fait, il faut le prendre comme un symptôme. Si vous voulez essayer de comprendre ce que c'est qu'une société bourgeoise, ou une société régie par le monde marchand, et donc par la classe qui s'enrichit par la marchandisation à tout va, je crois que d'en passer par les élections enfin le dispositif électoral que cette classe a mis au point est très intéressant pour toujours mieux comprendre en fait, dans quel genre de pacte social ou d'anti-pacte social nous vivons. Quelle est l'entourloupe générale, quoi, qui structure la société. Et l'élection fait partie de cette entourloupe, clairement. Donc ça méritait de... Je me suis dit, j'ai réfléchi une semaine, j'aurais dit, écoutez, je vous donne ma réponse dans une semaine. J'ai réfléchi, je me dis, oui, il y a quand même moyen de faire un livre un peu robuste quand même sur cette question. Parce que pour rentrer tout de suite plus dans le livre, moi j'ai pas le sentiment qu'il s'agit d'un livre sur l'abstention. Vous n'avez pas une vision politique de l'abstention. Le système où, c'est ce que vous dites, où une élection aurait 60% d'abstention pour 40% de votants, ça vous excite pas particulièrement. Vous éludez même la question du vote. Oui, c'est ça, je pense que c'est pas une question qui me passionne en soi, le fait de voter ou non, de s'abstenir ou pas. Il faut bien être clair là-dessus. Je ne crois pas que s'abstenir soit un geste politique.
C'est-à-dire que je serais contradictoire à dire que voter n'est pas un geste politique et que refuser le vote serait un geste politique. Non, ce sont deux néants qui s'adossent l'un à l'autre, en quelque sorte. Donc le refus du vote ne fait pas geste politique. Ce qui peut éventuellement devenir politique, c'est le discours qui pourrait accompagner le refus de voter, ou en tout cas la décision de ne pas voter, ou en tout cas le fait de ne pas voter. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec ce livre. Quand on l'accompagne d'un geste théorique ou d'un geste intellectuel, alors là, ça commence à dire quelque chose. Mais en soi, l'abstention, il y a 1000 façons de voter, il y a 1000 raisons pour lesquelles on pourrait voter, qui d'ailleurs ne sont jamais apparentes dans le bulletin même qu'on a mis dans l'enveloppe, ce qui est vraiment pour moi, je veux dire, alors là, ce qui suffit pour moi à condamner le vote, en tout cas à en montrer l'inanité, ou en tout cas la faiblesse. C'est de voir à quel point ce geste-là, finalement, ne contient rien, ne contient pas du tout l'idéologie ou le système d'opinion ou le système moral ou le système de valeurs qui sous-tend le geste, puisque ça n'est pas inscrit dans le bulletin. Bon, de la même façon, rien n'est inscrit dans une abstention. Je peux vous dire que je me suis abstenu, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce qu'il y a 1000 façons très contradictoires les unes avec les autres de s'abstenir. Je les égrène un peu à un certain moment du livre, bien que ce ne soit pas mon sujet. Bon, je pourrais dire, c'est des expressions qui sont discutables parce qu'elles sont tout de suite un peu dans le jugement. Mais enfin, globalement, je dirais qu'il y a une abstention par le haut puis une abstention par le bas. Vous êtes déjà, l'abstention par le haut, c'est, je crois, tout un tas de gens, dont je suis, qui s'abstiennent au nom de la très haute idée de la politique qu'ils ont. Et qui pensent que c'est vraiment, c'est pas à la hauteur de ce qu'eux considèrent comme étant de la politique. Il y en a d'autres qui, inversement, bon, je dirais par le bas. Encore une fois, c'est un peu maladroit parce que ça hiérarchise un peu, de façon un peu condescendante. Mais par le bas, c'est plutôt par la négative. C'est-à-dire, en gros, dire ils sont de toute façon dans une indifférence générale à la chose politique. Pour des raisons parfois d'ailleurs tout à fait compréhensibles. Je veux dire, un surprolétaire a peut-être pas forcément le temps requis ou la disponibilité d'attention pour vraiment politiser sa situation. Donc je peux comprendre qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils doivent parer à un certain nombre d'urgences qui fassent qu'il ne va pas politiser sa situation et donc il ne va pas vraiment s'engager dans le vote non plus. À ce titre-là, il s'abstient. Mais encore une fois, c'est des gestes effectivement qui ne contiennent pas en eux-mêmes leurs clés. C'est ça qui est tout à fait. Alors qu'il y a des gestes politiques qui contiennent en eux-mêmes leurs clés. C'est-à-dire que si vous êtes sur la ZAD le jour où la République décide d'envoyer la troupe pour détruire un peu les cabanes, et si vous êtes dans la cabane, là vous faites un geste, quoi. Et quiconque vous verrait le faire saurait très très bien ce que vous êtes en train de faire, quoi. Globalement, il saurait absolument vous situer. Politiquement, vous êtes du côté de ceux qui voulaient préserver quelque chose comme une ZAD à ce moment-là. Le vote, ce n'est pas le cas. Alors, vous pouvez voir quelqu'un en train de voter, bah, ça ne dit absolument rien de lui, de sa position. C'est un geste totalement abstrait. Qu'est-ce que vous répondriez à gauche? Il y a beaucoup de penseurs, je pense par exemple à Geoffroy de la Gannerie, à Damasio, qui disent que voter est un acte totalement cynique, que c'est un tout petit acte de rien. Damasio dit même que c'est plus utile, selon lui, politiquement, de s'inscrire dans une AMAP que de voter. Mais pour autant, on a tellement peu d'outils aujourd'hui qu'il faut quand même se saisir de cet outil-là. Oui, mais comment dire, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour Damasio, et pour ses livres, et pour tout un tas de ses prises de position ou d'agencement théorique, je dirais. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est quand même dans du Damasio du dimanche. C'est-à-dire qu'il dit ça, lui-même ne serait pas, à mon avis, ne ferait pas l'article de ce genre de position. On voit bien que c'est une petite position, un peu minimum syndicale de la pensée. Bon, écoutez, c'est pas grand-chose, mais ma foi, on est tellement impuissant politiquement que pourquoi pas aller voter? Au titre de quoi? La position est tellement faible que comment dire, elle ne m'évoque pas du tout une objection forte. J'aurais envie de dire, oui, écoute Alain, pas de problème, oui, je suis à peu près d'accord avec ta position à peu près. Celle de la Gannerie, elle est peut-être un tout petit peu plus offensive et consistante, je pense. Mais j'aime bien, j'ai rien contre non plus. Si je croise Geoffroy demain, je lui dirais, écoute, oui, je comprends. Je trouve même plutôt intéressant qu'un type comme la Gannerie se soit investi aux côtés de l'Union populaire. Je trouve ça intéressant comme montage, parce que la pensée de Geoffroy ne situe pas d'habitude du côté de cette gauche sociale. Je pense que c'est plus quelqu'un qui... Enfin bon, on ne va pas parler de lui, mais globalement, il est plutôt une gauche libertaire, je dirais, ce qui peut avoir tout à fait ma sympathie d'ailleurs. Et donc j'aime assez le montage, j'aime assez qu'un libertaire comme lui ait rejoint un mouvement comme ça, plus spécifiquement social, je dirais, que celui de l'Union populaire. Donc vous voyez, ça, on voit bien que là on est plutôt dans des positions, mais de la même façon qu'on pourrait, bon c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, donc la comparaison est un peu outrée, mais que je pourrais saluer
le nouveau survêtement d'un copain, quoi. Je fais, ouais, bien joué, là, plutôt bon survêt. Autant ton survêt de l'an dernier, c'était vraiment faute de goût, autant là, ouais, j'aime bien. Donc je trouve que la galerie, quand il dit ça, il est plutôt inspiré, voilà, et donc libre à lui. Mais je crois que moi, j'aurais pu, je le disais récemment dans un autre entretien, je pensais avoir mis tout le monde à l'aise avec mon premier paragraphe, mais c'était sous-estimé la ferveur parfois un peu hystérisante que provoque l'imminence d'une élection, alors que je croyais vraiment avoir calmé mon lecteur d'entrée en lui disant, voilà, on est bien d'accord que ce n'est pas un livre pro-abstention, je voudrais juste décrire ce que c'est que l'élection. Et donc je te dis tout de suite que vraiment pour moi voter c'est pas un problème, mes copains votent, je ne leur en veux pas, je ne vote pas, mes copains ne m'en veulent pas, c'est pas un sujet entre nous. Et donc je pensais, et non, c'est pas le cas, je crois qu'il y a des gens que ça n'a pas calmé, donc ça n'a pas mis en disposition de lire calmement ce qui suivait et qui n'était pas exactement dans les paradigmes dans lesquels eux me situent. Non, ce que j'aurais dû faire de façon plus malicieuse, à mon avis plus tactique, et plus douteuse, mais c'est bien d'être douteux quand on écrit, j'aurais dû commencer le livre en disant le 10 avril, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Le 10 avril, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben maintenant, on va parler de l'élection. Qu'est-ce que c'est, en fait, voilà. Ce qui m'aurait mis, je pense, beaucoup de gens à l'aise. Bon, ben, je le mettrai dans la réédition, je pense, en poche. Il faudra une autre élection. Enfin. Une autre élection avec Jean-Luc Mélenchon Avec Jean-Luc Mélenchon, ben... A priori. Oui. C'est marrant comme les gens sont persuadés que c'est sa dernière, mais moi, j'en suis pas du tout convaincu. C'est quand on est une machine électorale comme lui, on ne se prive pas comme ça si facilement de son jouet. On ne se prive pas si facilement de ce qui le réactive comme ça tous les 5 ans quand même, hein, ce qui est devenu un petit peu l'épicentre de sa vie biologique. Et bon, ben on verra si Jean-Luc, pour lequel j'ai une certaine amitié, est capable vraiment de se retirer. On verra. On se revoit dans 5 ans pour la réédition. Ouais. On en reparle. Ouais. Avant de revenir sur cette question de l'abstention et du vote, vous proposez des alternatives à tout ça, notamment une alternative qui est le mandat impératif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là et comment est-ce que le mandat impératif permet de re-rendre de la consistance au vote? Alors d'abord, je vais répondre bien sûr, mais toujours en préalable de ces réflexions institutionnelles sur comment la démocratie pourrait être mieux, pourrait être moins bien, etc., il faut toujours répéter une des raisons pour lesquelles finalement je me suis assez peu spécialisé dans ce genre de réflexion ou dans ce genre de domaine de réflexion, c'est parce que moi, le cœur de ma petite réflexion politique, c'est la chose sociale, la chose proprement sociale. C'est-à-dire, je veux dire notamment, où est-ce qu'on se situe dans la chaîne de production, quoi, hein, et où est-ce qu'on se situe dans la société marchande, hein, de quel côté on est, quoi, de quel côté du manche, comme on dit, ou du côté du manche ou pas du côté du manche. Ou du côté des propriétaires, ou du côté de ceux qui n'ont rien, etc. Il y a plein de déclinaisons possibles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que d'isoler la question démocratique de la question sociale, comme je le dis à la fin du livre, comme je le redis, est pour moi un non-sens, c'est une abstraction. On ne peut pas penser la chose démocratique sans penser la chose sociale. Donc pour en revenir au mandat impératif, il faut d'abord dire, une première chose, c'est que c'est pas genre « Ah, ça serait bien, ça serait une mesure intéressante pour régénérer la démocratie, ou voire même pour la faire advenir, en fait, pour tout dire, puisque nous ne sommes pas en démocratie. » Mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu dans la société bourgeoise. La classe dominante qui contrôle la Constitution, qui contrôle les institutions, et notamment les institutions électorales, ne nous octroiera pas, comme un cadeau de Noël, le mandat impératif, qui serait tout à fait dangereux et subversif pour eux. Parce que le mandat impératif consiste à élire quelqu'un ou à le désigner pour qu'il exécute une chose bien précise pour laquelle on l'a mandaté, et s'il ne le fait pas, il est de facto, ipso facto, révoqué. Mais je veux dire, ça va. Alors c'est l'idée la plus subversive qui soit et la plus contradictoire avec le système existant, où précisément, au contraire, quand on vote, on donne une sorte de blanc-seing un peu aveugle, comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, on a peut-être une idée pour la raison pour laquelle on a voté Macron. Mais enfin bon, à la rigueur que Macron trahisse ou pas ses promesses, fasse à peu près le contraire de ce qu'il a dit, ou exactement ce qu'il a dit, mais qui n'était pas exactement ce pourquoi on l'avait élu, etc., etc., c'est pas un problème. Sûr que ça vivote pendant 5 ans, personne vérifie. Et les mesures qui sont prises, finalement, en général, sont assez peu contrôlées par le tout venant, c'est-à-dire nous-mêmes. Dans le mandat impératif, pas du tout. Je veux dire, on t'a élu, je sais pas,
Prenons un exemple vraiment spectaculaire et simple et schématique. Je t'ai élu, nous t'avons élu pour que tu abolisses la peine de mort. Nous sommes en, je sais pas, par exemple en 75. Ah bah, tu ne le fais pas, eh bah, tu es révoqué. Hein, si tu n'as toujours pas fait au bout de 6 mois comme tu t'étais engagé, tu es révoqué, tu t'en... Donc évidemment que ça n'aura pas lieu. Mais maintenant, c'est vrai que le mandat impératif est pour moi l'exemple même de la structure démocratique. C'est la quintessence de la démocratie parce que pour une fois, comment dire, quand on vote, on vote vraiment pour une raison très précise. Et nous attendons que la chose soit suivie d'effets impérativement. Et si elle n'est pas suivie d'effets, c'est comme ça. Moi, je le prends toujours pour exemple, je le prends dans le livre. Moi, l'exemple de la démocratie, c'est l'AG de grève. Voilà, c'est l'AG de gréviste. Ça peut être AG dans d'autres situations de lutte. Hein. Mais dans une AG de gréviste, d'abord, on sait pourquoi on débat. On débat d'abord, on discute. Puis on finit par lancer le vote à main levée pour savoir si on reconduit la grève ou pas. Et si le vote, si la majorité à la main levée dit on reconduit la grève, on la reconduit. L'effet est immédiat. Voilà, il n'y a pas de ouais, bon, on a voté pour qu'elle soit reconduite, bon ben non, on va voir si on peut le faire, on ne sait pas trop. Non, non, c'est immédiat. Et quand on désigne des porte-paroles, quand on est entre grévistes, moi j'ai fait ça d'ailleurs en tant que prof, parce qu'à un moment, voilà, qui va aller discuter au rectorat? Des fois, on envoie des gens comme ça au rectorat pour aller discuter avec le recteur, pour établir un dialogue de sourds avec le recteur, qui évidemment nous la fera à l'envers, mais admettons, il faut bien désigner des gens, on ne va pas aller à 30 000 au rectorat. Donc à un moment, on est bien obligé de désigner des gens. Mais ceux-là, on entend bien qu'ils portent absolument la parole qu'aura été décidée dans notre réunion. C'est qu'il faut dire exactement dans la réunion ce qui a été décidé. Alors après, le représentant en question peut filouter. Mais je crois que c'est très important de dire que l'exercice véritable de la démocratie, c'est des décisions sont prises qui sont immédiatement suivies d'effets. Ce n'est pas de la parlotte comme ça, on ne sait jamais de quoi on parle. En ce moment, nous avons les sempiternelles arguties bourbeuses autour du vote de dimanche. Mais qu'est-ce qui rend particulièrement bourbeux ce débat qui est bourbeux, hein. Tout le monde s'y enfonce. Hein. Il n'y a aucune position satisfaisante. Aucune. Aucune. De toute façon, c'est que la merde. Donc on voit bien que c'est de la bourbe permanente. Quoi. Tout le monde s'enfonce dedans. Bon, c'est des débats tout à fait... enfin, moi, je suis très très content de ne pas m'y mettre. Hein. Mais une des raisons pour lesquelles c'est bourbeux, c'est qu'en fait, on ne sait pas de quoi il s'agit au bout du compte. Et que tout le monde va toujours apporter au pot de la réflexion, ou de la pseudo-réflexion, plutôt au pot de la discussion bourbeuse, son idée de ce que serait Marine Le Pen au pouvoir. Et alors là, il y a débat déjà, parce qu'on ne sait pas exactement. D'ailleurs, elle n'arrête pas de se rétracter sur plein de trucs. Elle dit une chose, son contraire, dans la grande tradition de l'extrême droite, d'ailleurs. Partie de la confusion. Bon, Macron, n'en parlons pas. Macron, comment dire, il a la conviction d'un poisson rouge, comme on dit parfois que c'est la mémoire d'un poisson rouge qui change à chaque tour. C'est pareil. Donc en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est un débat sans contenu. Et c'est parce que c'est un débat sans contenu qu'il est infini, bourbeux, et qu'il fait mal à la tête à tout le monde. Et que personne n'y trouve satisfaction, à part les gens morbides. Il y a des gens morbides qui aiment bien ça. Ils aiment bien parler pour rien, pendant des heures sur des forums de Facebook. Ok, mais les gens qui aiment bien que les débats aient une consistance et un peu à voir avec du réel, sont tout à fait désemparés devant ce... Et donc ne savent pas quoi faire, voter, pas voter, Macron, pas Macron, barrage, pas barrage, etc. etc. Parce que le réel n'est pas là. Nous ne savons pas ce que nous allons faire en allant voter Macron dimanche ou en allant s'abstenir, ou pourquoi pas en allant voter Marine. Nous ne savons pas du tout ce que nous sommes en train de désigner. Nous ne pouvons que spéculer. Alors on spécule. On dit ah oui, quand même, Marine, ça serait quand même très très douloureux pour les immigrés. Bon, alors là, il y en a un autre qui dit ouais, enfin quand même, depuis 5 ans, c'est quand même pas super sympa d'être un immigré en France. Bon, voilà, etc. etc. Donc je prends cet exemple, tu vois, pour parler de ce truc dont on aurait bien compris que ce n'est pas exactement mon sujet central, mais je trouve que ça fait symptôme, je trouve, de ce qui se passe quand la politique n'a rien à voir avec le réel. Voilà. Quand les débats politiques ne sont plus irrigués par de la réalité et une situation, ce que j'appelle une situation, parce que je mets en avant le vote en situation, mais pour moi, un vote en AG, c'est un vote en situation, et celui-là, il a ma faveur. Quand la politique, elle est plus irriguée par ça, d'abord, pour moi, elle perd tout son intérêt, puisque moi, j'aime la politique en tant qu'elle est une sorte de densification du réel. Et quand un débat politique est au contraire présuppose une sorte d'évidement du réel, alors moi je me retire du jeu. On parlera évidemment du Front National, du Rassemblement National après. Juste pour revenir à cette question de l'AG, il y a quelque chose qui est très intéressant quand vous distinguez le vote à main levée
et vous affublez le vote de plusieurs adjectifs, notamment le fait que le vote est secret, donc muet. Vous dites que le vote est solitaire, et surtout que le vote est ludique. Qu'est-ce que ces trois adjectifs muets, solitaire et ludique révèlent pour vous du vote? Absolument tout ça. Ludique, à la rigueur, il faudrait voir de quelle ludicité on parle, parce qu'il y a une certaine ludicité qui peut m'intéresser. Du petit garçon qui met le Oui. bulletin Voilà. de 7 ans dans l'urne. Moi, je dirais que c'est toute la campagne électorale, mais j'aurais du mal d'ailleurs à lui accoler le qualificatif de ludique que j'aime assez. Je crois qu'il y aurait plutôt, effectivement, alors il faudrait dire infantile. Infantile, je crois quelque chose de profondément infantile dans une campagne électorale. Voilà, parce que ça rejoue des affects. Bon, j'ai souvent fait la comparaison, et je la fais dans le livre, avec ce que mobilise comme affect une Coupe du Monde de foot, et je sais de quoi je parle. La différence étant que quand nous les footeux à la con, les crétins de footeux, on suit avec passion une Coupe du Monde de foot, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se raconter qu'on anticipe sur le changement de la société, que ça va être une date dans l'histoire de France, qu'attention, il y a des gros enjeux, que ça va tout changer, que bon, il faut être très responsable. Non, nous savons très bien que nous sommes des crétins. Et c'est ça que nous aimons. C'est une niche de crétinisme dans une vie particulièrement marquée par une intelligence brillante comme la mienne. Voilà, en fait, c'est le repos de l'intelligent. Je dis ça, on peut se saisir de façon très très puissante, esthétique et intellectuelle du foot, par exemple, comme je l'avais essayé de faire dans mon premier livre, et dans quelques textes. Mais voilà, quand on suit une Coupe du Monde, il y a un côté un peu, oui, ludique, deuxième degré, quoi. C'est du chauvinisme au deuxième degré, c'est du patriotisme en carton, et on sait tout ça. Je vois des gens mobiliser à peu près les mêmes affects pour une campagne présidentielle, hein, avec les mêmes. Vraiment, c'est très, très. On pourrait faire un copier-coller. Et notamment la déception violente, visiblement, qui a été celle des gens qui avaient porté Mélenchon. Et le lendemain, il y avait énormément de posts sur les réseaux disant la rage, l'aigreur, la colère, l'amertume, la mélancolie, la tristesse, machin. Mais vous trouverez les mêmes posts un lendemain de défaite en finale de Coupe du Monde. Hein. Mais les mêmes. Je veux dire, mais exactement les mêmes. Vraiment, je vous le jure, quoi. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que de perdre une finale de Coupe du Monde. On en est malade pendant 3 jours. Et oui, donc les gens qui ont suivi l'Union populaire en ont été malades pendant 3 jours. Alors on me dira, ouais, enfin, il y a quand même d'autres enjeux. En fait, strictement non, puisque de fait, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon ne gouvernera pas. Donc en fait, tout ce qui s'est passé maintenant vient d'être absolument dissous. Alors, sauf à considérer que ce serait le début de quelque chose. Et là-dessus, j'en parle un peu dans le livre. Moi, je crois que, fait à l'appui, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'une élection perdue, même brillamment, puisse être le début de quoi que ce soit. Là, je m'appuie tout simplement sur un précédent, parce que j'aime bien m'appuyer sur les faits, qui est le précédent de 2017. En 2017, Mélenchon fait même nombre de voix, à 300 000, 400 000, 500 000 près. Et il était beaucoup question du fait que c'était le début de quelque chose. Bon, on a bien vu, ça a été le début de rien. Et pourquoi c'est le début de rien? Je m'en réjouis pas. Hein. Moi, je serais pour que ça lance une grande contre-offensive sociale. Hein. Moi, je ne rêve que de ça. Et je serai le premier. Alors, pour le coup, là, j'irai. Hein. Je donnerai de mon temps et de mon énergie. Mais ça n'arrivera pas, et je crois que pour la raison qui est un peu le cœur de mon livre, c'est de séparer presque radicalement ce que j'appelle la France électorale et la France politique. C'est-à-dire que non seulement c'est vraiment deux choses absolument disjointes, mais je crois que ce qui s'investit dans l'une, c'est autant qui ne s'investit pas dans l'autre. Tout ce qui se joue dans la scène électorale est en fait dans un principe de vase communicant avec la France politique, et qu'il n'y a pas de transvasement de l'un à l'autre. En tout cas, il n'y a pas de continuum entre les deux. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes énergies politiques, c'est des énergies contradictoires. Pour moi, la France politique est fondamentalement du côté de la subversion de l'ordre. La politique, c'est la subversion de l'ordre, toujours. Sinon, elle ne mérite pas son nom. Et l'élection est toujours du côté de la consolidation de l'ordre. Mais donc, l'énergie qui a pu être éventuellement cristallisée, en tout cas qui a pu se fabriquer autour d'une séquence électorale, ne peut pas se réinjecter dans la politique, puisque ce n'est pas le même ordre énergétique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas le même régime d'intervention. Donc ça ne sera pas le début de quelque chose. Je regrette d'être oiseau de mauvais augure, mais encore une fois, je ne parle pas comme ça purement spéculativement. J'ai vu ce qui s'est passé en 2017 ou dans d'autres séquences. Je veux dire, il y a plein d'exemples tout à fait spectaculaires dans l'histoire de France de la disjonction absolue, ou de l'incompatibilité totale, ou de la contradiction qu'il peut y avoir entre l'énergie politique et l'énergie électorale. Je dirais ce qui s'est passé après la Commune,
ça nous remonte à loin, mais aussi ce qui s'est passé en juin 68. C'est un exemple tout à fait intéressant, ça. Vous avez la France politique, des énergies politiques qui se mettent en branle, mais comme rarement au XXe siècle. C'est vraiment le plus grand mouvement social du XXe, très très haut, au-dessus de plein d'autres. Et puis vous avez les élections qui se tiennent, alors que vraiment, le boulevard Saint-Michel est encore brûlant de l'embrasement. Je pense que les trucs ne sont pas encore ramassés, encore des vitrines cassées. Et c'est un raz-de-marée de la droite. Un raz-de-marée de la droite gaulliste, quoi, conservatrice, avec une manif aux Champs-Élysées pour bien marquer tout ça. Bon, c'est quand même, je pense que ça devrait quand même incliner à réfléchir au fait que décidément, l'élection n'est pas faite pour prolonger un geste politique ou pour l'ouvrir, elle est là pour verrouiller la politique. Verrouiller la politique. C'est ça, une fois qu'on a compris ça, on est peut-être un tout petit peu moins disposé vis-à-vis du dispositif électoral. Je me permets juste de lire un petit bout de paragraphe de votre livre, page 88, qui illustre ce que vous dites en donnant des exemples pour bien que ce soit clair. Les Gilets jaunes ont occupé la scène, un mouvement contre la réforme des retraites a duré, l'activisme écologiste se radicalise, les minorités raciales politisent leur oppression, des monnaies locales fonctionnent, des zadistes persévèrent, des cadres du privé démissionnent, personne ne croit à l'Union européenne à part les commissaires, tout le monde déteste la finance et nous fonçons droit vers l'élection la plus conservatrice de l'histoire de la République. L'élection n'est pas incidemment hermétique à la politique, elle est pensée pour y être hermétique, pensée pour neutraliser la politique, la verrouiller et la conjurer. Oui, bah c'est bien vu de lire ça. Oh, bravo, très, très, très opportun. C'est à peu près, c'est vraiment exactement en mieux dit, puisque à l'écrit on parle toujours mieux, d'où l'intérêt d'écrire des livres. Donc voilà, ce que j'ai essayé péniblement d'expliquer en 7 minutes et demie est plutôt bien résumé en 6 lignes. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est... Eh ben, je vais refaire de la paraphrase en moins bien, mais oui, on a quand même connu... Bon, je ne trouve pas que le quinquennat ait été aussi en ébullition sociale que parfois on le prétend. C'est pas si vrai, en fait. C'est pas si vrai. Je veux dire, il y a eu les gilets jaunes, bien sûr, mais les gilets jaunes, il ne faut quand même pas oublier que quantitativement, c'était au bout du compte pas grand-chose. Il faut avoir la frontalité de se le raconter. Quelques sympathies qu'on ait eues pour le mouvement, et c'était mon cas, je veux dire, ça a monté au max à 200-300 000, certains samedis. C'est pas non plus... c'est pas été le raz-de-marée. Alors c'était tout à fait impressionnant, je dirais, qualitativement, parce que ça venait un peu de nulle part, c'était d'autres modes de politique. C'est pour ça que le mouvement était tellement passionnant. Mais en termes de rapport de force, il était assez faible, en fait. Et puis, il y a eu 2-3 autres trucs comme ça. Et puis, oui, tout ce que je décris, qui sont plutôt des choses un peu structurelles, à savoir la montée, je pense, d'une radicalité écologique, par exemple, qui moi, m'intéresse beaucoup. C'est plutôt vers là que je regarde en ce moment, moi. Les gens d'Extinction Rebellion, là, qui ont occupé un petit peu le quartier Saint-Denis, là, cette semaine, ça m'intéresse. C'était pas grand-chose, ils n'étaient pas très nombreux, mais ça m'intéresse qu'ils aient fait ça, quoi, entre les deux tours. Enfin, ce genre de choses. Et puis, ben voilà, et puis ça se traduit par Pécresse et... enfin, feu Pécresse. Pécresse et Zemmour en train de se dire qui est pour le grand remplacement dans ce... Enfin, on voit bien. Là, enfin, on avait vraiment, là, plus que jamais, le grand écart entre... cette espèce de vase clos électoral où les gens parlent de drôles de trucs qui n'intéressent pas grand monde, qui sont des vues de l'esprit, d'esprit plus ou moins déviant, je pense, hein, plus ou moins pathologique, grand remplacement, quoi, enfin, quand même, hein, il aura fallu se payer ça, quoi. Pendant que des gens sont juste en train d'essayer de se battre sur le fait que la biodiversité est en train de s'éteindre à petit feu, quoi. Enfin, on voit bien les décalages quand même, et on voit bien où est la chose intéressante quand même. Avant de passer à la grosse case Front National, il y a une grosse case Front National après. Je savais pas que c'était prévu. Qui arrive juste là-bas. Ouais. Vous parlez de société bourgeoise tout à l'heure. En quoi, par exemple, un vote, on va dire qu'on va ranger dans contestataire, plus contestataire que Mélenchon. Un vote Poutou, un vote Arlette Laguillet. En quoi est-ce que même... Ou Francis Lalanne, quoi. Enfin, Francis Lalanne, voilà. Ouais. En quoi ce vote-là, malgré tout, vous dites, il conserve l'ordre établi? Pourquoi est-ce que même voter pour ces gens-là... Bah parce que, non, mais avec toute la sympathie que je peux avoir, notamment pour Poutou et Francis Lalanne, même je préfère le chanteur quand même, je préfère le chanteur à l'antivax. Non, mais parce que on ne dira jamais assez que le dispositif électoral, je crois que c'est vraiment l'expression, je pense, la plus satisfaisante, à mon sens, pour décrire pour nommer mon objet, l'objet de ce livre, le dispositif électoral. C'est un dispositif.
Et je l'appelle dispositif policier. C'est un dispositif toujours du côté de l'ordre, policier dans ce sens-là, rancierien. Du côté de l'ordre, il a été très largement écrit, programmé, réglé par l'ordre, par des constitutionnalistes qui étaient au crochet de l'ordre, par exemple Michel Debré, qui écrit la Ve République aux dimensions de son commanditaire général. C'était quand même taillé pour le costume d'un général. Et ça allait rester, et c'est ça. Et bon, je veux dire, donc on nous invite à participer à un jeu dont nous n'avons pas du tout écrit les règles, et dont les règles ont été écrites par des gens qui sont vraiment du camp conservateur. Et en pensant à quel point il fallait que, justement, le maître mot des constitutionnalistes bourgeois, quand ils se mettent au boulot, c'est toujours essayer de mettre au point un ordre qui soit stable. C'est la stabilité, la fameuse stabilité de la Ve République, quoi, à laquelle tiennent beaucoup d'autoritaires et beaucoup de conservateurs. Et pour cause, parce qu'elle assure une sorte de continuité comme ça de l'État, quoi, une sorte de stabilité. Bon, rien ne changera jamais. Et les élections feront partie de cette entourloupe qu'on connaît bien, qui consiste à donner l'illusion que quelque chose pourrait changer pour mieux consolider l'existant et sa pérennité. On connaît bien tout ça. Donc si vous jouez à ça, bah vous jouez à un jeu, vous n'avez pas du tout défini les règles, quoi. Or, la politique consiste fondamentalement à ce que les gens se donnent eux-mêmes leurs propres règles pour organiser ce qui les réunit, ce qui les rend dépendants les uns des autres et ce qui s'appelle une société. Voilà. C'est ça la démocratie. C'est nous qui allons inventer les règles de notre collectif qui s'appelle une société. Qu'elle soit à l'échelle d'une nation, d'un département, pourquoi pas d'une commune, enfin voilà. Bon ben là, nous nous soumettons à des règles que nous n'avons en aucun cas édictées, en tout cas écrites, etc. Donc à ce titre-là, à chaque fois que je vote et que je me soumets à ces règles du jeu, je dis je vote pour Michel Debré. Ou je vote pour les quelques constitutionnalistes qui ont plus ou moins abandonné le système, qui ont un peu régulé, pour ceux qui ont voulu qu'on passe du septennat au quinquennat. Bon, je veux dire, c'est une réforme tout à fait secondaire par rapport à l'ampleur de la question démocratique. Voilà, donc on peut aller voter pour tout, ce qui est un vote qui aurait plutôt ma sympathie, mais à ce moment-là, on vote. C'est une des raisons aussi, mais ce qui peut-être permettra de faire la transition avec le moment Front National, qui pourrait être aussi un moment Rassemblement National, je ne sais pas, il faudra qu'on décide de l'appellation. Non, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, ce débat d'entre-deux tours est particulièrement indigent, inextricable, réversible à l'infini, et de toute façon boueux pour l'intellect, c'est qu'encore une fois, se pose la question d'aller participer à ce jeu des gens qui n'ont absolument pas choisi cette offre. Cette offre, comme il y a une offre chez Leclerc, il y a une offre, quoi. Il y aura ça comme yaourt. Bon, bah, ok, bah, vanille, bio, pas bio. Bon, ben là, voilà. Donc c'est ça qui se passe en ce moment chez tous les électeurs dits de gauche, ceux qui ont voté plutôt Mélenchon premier ou autre chose, qui se demandent, je vais voter... Ben, c'est qu'en fait, ils sont obligés de statuer sur des produits qu'ils n'ont absolument pas choisis. Ils seraient même beaucoup mieux portés si ces produits-là avaient été expédiés, enfin évacués dès le premier tour. Mais donc voilà, donc vous retrouvez dans un dispositif dans une fête dont vous n'avez absolument pas choisi la musique, et c'est plutôt de la musique de merde pour vous, quoi. Vous avez le choix entre deux musiques de merde, ben, vous n'êtes pas content dans la fête. Et donc, c'est très très bizarre d'avoir à se dire, bon alors il y a deux musiques de merde, est-ce que je vais aller à la salle ambiance 1 ou à la salle ambiance 2, bon, sachant que de toute façon je vais me faire chier toute la soirée. Mais ce n'est pas des débats très, très passionnants, hein, parce que ça va juste ce truc, ben, qu'est-ce qui va être le moins chiant, qu'est-ce qui va être le moins assourdissant pour mes oreilles, dans quelle salle il y aura le moins de gros lourds sur le dance floor, bon, donc, parce qu'encore une fois, on subit, on est là, on est sommé de se fondre dans un dispositif que nous n'avons pas choisi et que nous réprouvons. Donc forcément, ça nous rend tout à fait démunis pour avoir des positions claires. Mais je pensais à un truc, par exemple, si demain on disait, voilà, vous avez un vote à main levée, là, qui va être immédiatement exécutoire, hein, c'est est-ce que vous êtes pour, parce que je le prends, puisque c'est un des points du programme de Marine sur lequel elle est en train de revenir, évidemment, à titre de démagogie et de racolage d'entre-deux tours, suppression du voile dans l'espace public. Alors c'est elle qui impose ce débat. Je veux dire, être de gauche, c'est précisément considérer que ce débat ne nous intéresse pas. Mais bon, puisqu'on nous l'impose, ben, je veux dire, mais votons à main levée, est-ce que ce soit exécutoire? Et là, je veux dire, à mon avis, on n'aura pas d'atermoiement. Parce que nous saurons exactement pourquoi nous votons, nous saurons que ce sera suivi des faits. J'ose espérer qu'à gauche, nous serions quand même 99,9 à voter contre cette suppression, enfin cette interdiction du voile dans l'espace public. J'ose espérer. Ben voilà, ça serait simple, clair et net. Il n'y aurait pas des milliers de posts Facebook pour essayer de
de se demander, mais jusqu'au dernier moment, samedi soir ou dimanche à 17h30, de se triturer le cerveau. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le problème est mal posé. C'est un non-problème, c'est un mauvais problème. Donc si on était dans une stratégie de démocratie main levée, délibération, situation, exécution, ça irait très très vite. Comme à peu près sur tous les points du programme du Rassemblement national. Et peut-être aussi sur tous les points du programme de Macron. C'est-à-dire que si on enlevait, en fait, enlevons Marine Le Pen, enlevons le Rassemblement national, enlevons Macron, enlevons En Marche, quoi. Prenons tous les points de leur programme, et je suis sûr qu'ici, nous aurions des positions beaucoup plus nettes sur chacun des points du programme. Ce qui crée la confusion, c'est d'avoir à voter pour des gens qui incarnent un programme dans lequel il y a 300 mesures, dont à peu près 280 ne seront pas exécutées, et on ne sait pas lesquelles elles sont. Enfin, vous voyez, on est complètement dans une vase dans ces affaires-là. Et on est dans tout le contraire de ce qui, je crois, préside une sorte de netteté politique. C'est encore une fois le rapport à une situation claire. Voilà. Pour celles et ceux qui comme moi, aiment les livres et aiment le cyclisme, avec vous, on est plus que servi. Il y a une phrase qui est parce que j'ai écrit comme on pédale? Non, parce que vous écrivez « Le RN est un parti d'élection comme Pantani est un coureur de montagne ». Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Bon, d'abord, laissez-moi savourer cette comparaison que je trouve tout à fait magnifique. Bon, c'est des petites comparaisons ludiques, hein, évidemment. Pantani, déjà, pour celles et ceux qui... Oui, Pantani, grand cycliste de la fin des années 90, mais alors grand cycliste qui a mal terminé. Elle a terminé en overdose, quoi, parce qu'à force de s'être dopé, d'avoir pris de l'EPO, il en est devenu toxicomane, et à un moment, il y a eu la dose de trop, mais c'était une sorte de suicide qui a d'ailleurs donné lieu à une chanson magnifique de l'immense Didier Vampas, auquel je renvoie. Oh non, vraiment, qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini? Didier Vampas. Vous connaissez? Non. Non? Je connais des noms, mais je ne connais pas cette chanson. Comment un libraire peut ne pas connaître Didier Vampas? Je vais me rattraper. Je ne sais pas où est le patron, mais j'en touche pas de nom. Je sais Il pas est comment il parti, recrute c'est ici, il recrute pas. Il est parti, c'est bon. Il n'y a pas de questionnaire Didier Vampas quand Non, surtout pas, l'inverse. D'accord. Enfin, je crois même que c'est un gage de qualité pour devenir libraire. D'accord. Provocation. Donc oui, non, j'essaie de démontrer un moment, blague mise à part ou comparaison ludique mise à part, oui, que le Rassemblement national est un parti d'élection. Il prospère dans le dispositif électoral. Il a des performances électorales tout à fait, voilà, de la même façon qu'effectivement, on sait que des coureurs ont des terrains attitrés, des terrains où ils sont particulièrement performants. Marco Pantani, c'était la montagne. Il était petit gabarit, et donc ça permet d'être un peu plus léger en montagne. Il y a des gabarits plus costauds qui sont des meilleurs rouleurs sur plat. Voilà, les fans de cyclisme savent tout ça. Ben, je crois qu'effectivement, le dispositif électoral est un terrain favorable au Rassemblement national. Ce qui rend d'autant plus agaçant parfois qu'on nous demande de façon combinatoire souvent d'aller faire barrage en votant à un parti qui, au bout du compte, est une production électorale. Il est une sécrétion de l'élection. Et pour les raisons que j'égrène, je peux les rappeler très très vite. Premièrement, je dirais l'isolement. Je pense que l'espèce de captation qu'a opéré l'extrême droite, comme elle l'a opéré à beaucoup d'autres époques du XXe siècle, sur le vote populaire, sur les classes populaires, vient beaucoup du fait qu'elle les a exfiltrés des collectifs de classe. Vous avez un prolétaire, il est dans des collectifs, il se vit comme prolétaire, il a une conscience de classe, alors là il est de gauche. Et puis vous l'exfiltrez de cette conscience de ce collectif, et là il va plutôt se situer isolément, il va penser isolément à des trucs qui n'engagent que lui, et pas sa conscience de classe, et pas sa situation de classe. Par exemple, le fait qu'il est français, le fait qu'il est patriote, le fait qu'il y a des Arabes au troisième étage qui l'emmerdent, voilà, c'est des petites considérations plus personnelles. Or, le vote isole les gens, voilà. Vous votez tout seul, toujours. Vous votez tout seul, et non seulement vous votez seul, vous votez sans en rendre compte à qui que ce soit. Et donc cet isolement, qui est la stratégie du capitalisme pour démanteler la classe ouvrière et du Front National pour récupérer des éléments des classes populaires, eh bien le vote leur donne, quoi. Ils isolent les gens. Et il y a un prolétaire isolé, je veux dire, on ne peut plus n'offre plus de garantie de voter en fonction de sa situation de classe, et donc de voter à gauche. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a plein d'autres choses, hein. C'est qu'il est tout à fait ce que j'appelle le bulletin de vote comme doudou ou objet transitionnel du racisme.
Ça permet d'épancher un peu d'affect raciste sans que ça en ait l'air. Ça, juste comme ça, par connotation. Je vote Marine Le Pen, ça me fait du bien. J'ai l'impression comme ça d'extravertir un affect raciste avec ce que ça comporte de jubilation, parce qu'il y a une jubilation de l'affect raciste. Hein, je crois qu'il faut... je l'analysais dans Notre Joie, ça plutôt, j'y renvoie dans mon livre précédent. Bon, voilà, le vote permet ça, et sans avoir à s'impliquer dans son racisme et à l'assumer publiquement. C'est beaucoup plus difficile d'assumer publiquement son racisme. Ça va peut-être devenir un peu plus facile maintenant, mais c'est devenu plus facile d'ailleurs depuis quelques années, de grandes décomplexions racistes. Mais ça reste quand même bon, les gens ne vont pas dans une assemblée générale, vous aurez très très peu de gens qui exprimeront directement des affects racistes. C'est plus facile de le faire par la bande, par comme ça, dans le lieu insidieux et muet et isolé qui est, voilà. Après, il y a une troisième raison, et après je m'arrêterai là parce qu'il y en a quelques autres, mais là-dessus je renvoie d'ailleurs à ce qui était mon livre précédent, Notre Joie, où je discutais avec un identitaire qui pouvait être assez affilié à l'extrême droite, pour aller vite. Et une des caractéristiques de cet interlocuteur identitaire que j'appelais M, c'était qu'il était abstrait. Hein, c'était le roi de l'abstraction. Enfin, voilà, c'est vraiment jamais de réel, c'était son mot d'ordre. On avait discuté donc 5-6 heures ce jour-là, à Lyon. Et alors, pas de réel. Vraiment, il fallait que ce soit toujours des grands mots, très abstraits, tout ça. Il prospérait dans l'abstraction. Or, il y a une abstraction du vote, pour toutes les raisons que j'ai déjà dites. Puisqu'on ne sait jamais pourquoi on vote. C'est jamais lié à une situation précise. C'est jamais lié à une réalité précise. C'est des échanges de valeurs, de mots, qui sont très largement réversibles. Hein. Je veux dire, Macron peut dire, là, il y a 3 jours, je ne sais pas quoi, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Enfin, il peut dire. Hein. Non, mais je veux dire, il pourrait dire le quinquennat sera banane ou ne sera pas. Mais je veux dire, les mots n'auront pas plus de valeur. Donc on peut tout dire, c'est l'abstraction. On est articulé à aucune situation et à aucun réel qui vous dit impérieusement, attention, je suis là, hein, donc tu ne peux pas dire n'importe quoi, parce que je suis là. Non, dans l'élection. Et donc je pense que oui, l'extrême droite, ce que j'appelle l'idéalisme d'extrême droite, parce que je pense que c'est très largement un courant idéaliste, est tout à fait à sa place, c'est tout à fait chez lui, dans l'abstraction électorale. C'est une autre raison pour laquelle grande performance de l'extrême droite électorale, quoi. Et tant que vous aurez des élections goupillées comme ça, vous aurez un parti d'extrême droite conséquent, soit au premier tour, soit au deuxième tour. Après, il y a d'autres raisons extrinsèques au dispositif électoral, de la montée d'affects identitaires ou autoritaires qui se cristallisent dans un parti comme le Rassemblement national. Hein. Évidemment, il y a plein d'autres raisons qui seraient plus proprement sociales, économiques, culturelles, si on veut. Mais je crois qu'il y a des raisons. Je crois que ça, je l'ai très peu lu, ça. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'en faire 4 ou 5 pages. J'ai rarement entendu que le RN était très fort aux élections parce que les élections sont tout à fait en continuité de ce que sont les axiomes fondamentaux d'un parti comme celui-là. Oui, sachant par ailleurs, on pourrait ajouter le plus simple en fait. Hein. Élection présidentielle, personnification, il faut élire un grand chef. Quand il s'agit de se ranger derrière un chef, un autoritaire est tout à fait chez lui. Et nous, gens de gauche, on n'est pas à l'aise dans ce truc. On n'est pas chez nous quand il s'agit d'élire un chef. C'est pas notre truc quand même, a priori. Donc on est mal à l'aise en élection présidentielle. On joue à l'extérieur. On joue pour d'autres comparaisons sportives. On joue à l'extérieur. Et donc on perd. Mais donc où est-ce que vous rangez la question qui peut être centrale pour certains politiques de la prise de pouvoir, si vous ne la rangez pas dans le vote? Ça, c'est des questions qui sont tout à fait conséquentes. Hein. Après, j'ai toujours l'impression que... Bon, je vais répondre. Je pense qu'il y a d'autres manières de prendre le pouvoir que le vote. Ça s'est vu dans l'histoire, quand même. Hein. Ça s'est vu. Ça s'appelle des révolutions, ça s'appelle des insurrections, elles sont suivies d'effets, ça arrive. Bon, alors après, il faut voir avec quelles conséquences, dans quelle mesure. Ça c'est des vieux débats qui demanderaient beaucoup de documentation et beaucoup de calme. Après, moi, c'est vrai que j'ai du mal à constituer ça comme un problème théorique pour moi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit très très utile qu'un intellectuel, ou si je peux m'appeler intellectuel en l'occurrence, ait à statuer sur ce genre de choses. Pour une raison simple, c'est que quoi qu'on ait pu penser sur cette question-là, les choses se feront d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, elles se feront comme ci ou comme ça. Si jamais, à un moment, je sais pas, un mouvement social un peu fort arrive à imposer un rapport de force favorable, on verra bien comment ça se traduira, son rapport de force.
Est-ce que ça se traduira par une prise de pouvoir au sens strict, ou au contraire, sur, je sais pas, une pression qui fasse que on mette un peu au pas les dominants, et on les force à tordre les choses en notre faveur, je dis notre, pour aller vite. Bon voilà, moi c'est vrai que j'ai du mal toujours à me... En tout cas, je me sens pas tenu d'établir des axiomes clairs théoriques sur ces questions-là. Parce que vraiment, c'est mon côté très roncière, ça. Je veux dire, il y a toujours un moment, de toute façon, le réel est toujours un pied de nez à tous ces trucs-là. C'est pour ça que Rancière, le ranciérisme, est beaucoup né dans 68. Pourquoi? Parce que, je la fais courte, c'est pas pour parler de Rancière, mais c'est parce que ça fait exemple pour moi de remettre à sa bonne place l'intellectuel. Parce que c'est exactement par ça qu'a été submergé Rancière à ce moment-là. Et il vit là-dessus depuis 50 ans. Ça a été vraiment pratiquement son moment zéro, quoi. Il est élève d'Althusser. Althusser, penseur marxiste très important des années 60-70, très central, très écouté. Et il est à Normal Sup, et même ils écrivent, alors lui en tant qu'élève d'Althusser avec Balibar et d'autres, ils écrivent 2 livres, je crois, collectifs, sous la direction du maître, le maître Althusser, pour Marx et puis lire Le Capital, je crois. Et donc voilà, il y avait ce côté. Et puis, alors il faut savoir ce que c'est le althussérisme, peu importe lui en l'occurrence, mais c'était vraiment un marxisme particulièrement scientifique. C'était vraiment l'idée que c'était, comment dire, la science marxiste allait établir en gros les règles de bonne révolution ou les règles de fonctionnement du capitalisme qui menaient scientifiquement à ces contradictions, lesquelles contradictions menaient scientifiquement à la révolution. Bon, en gros, il suffisait d'écouter les intellectuels, qui eux étaient les mieux à même de lire Marx et d'établir des grands axiomes scientifiques du marxisme, et vous aviez le mode d'emploi de la révolution. Il suffisait de suivre ça, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Bon, Rancière est né là-dedans. Et donc, bon, il a 22 ans, donc il ne va pas commencer à aller, comment dire, se révolter contre le maître Althusser, qui était encore une fois quelqu'un, bon, d'ailleurs de très estimable, hein, pour plein de raisons, mais qui était vraiment incontestable. Et puis arrive 68, quoi. Arrive 68, et alors le truc, que tous les marxistes scientifiques du coin n'avaient jamais prévu comme ça. Ils n'avaient jamais prévu que ça se passerait comme ça, que des jeunes se révolteraient pour ces raisons-là, que ça se déclencherait sur un truc comme ça, qui était les internats de filles à Nanterre. Et après, il s'est joué plein d'autres choses. Et qu'il s'inventerait tellement de choses comme ça, et que adviendraient à ce moment-là, d'ailleurs, des revendications plus issues des minorités, les femmes, les homosexuels, et puis plein d'autres groupes comme ça, de sous-groupes, les prisonniers, plein de choses sont advenues à la politique que la scientificité marxiste n'avait en aucun cas prévu. Alors que, bon, je caricature un peu, mais je pense que c'est exactement comme ça que Rancière en parlera. Et si je me suis permis cette longue parenthèse sur lui, c'est que, voilà, n'oublions jamais que dans cette histoire, c'est pas scientifique la politique, quoi. C'est pas scientifique. Et donc on n'a pas besoin d'aller demander à des lettrés ou à des, comment appeler ça, des clercs, dont je me sens vraiment pas partie prenante, mais admettons, comment ça devrait se passer ou comment ça va se passer, quoi. Fort heureusement, les clercs sont toujours débordés. Pour continuer sur mai 68, vous dressez le parallèle dans ce livre entre mai 68 et l'élection de Mitterrand en 80. Vous dites que c'est ce moment-là qui termine mai 68. Je reviens juste un tout petit retour en arrière sur la distinction que vous faites entre bulle, on va dire, politique et bulle électorale. Mais est-ce que ça montre qu'il y a quand même de temps en temps un peu un système de vase communicant? Je sais pas, par exemple, je pense le mouvement Occupy Wall Street. Est-ce qu'il n'a pas retrouvé à des moments des échos dans la bulle électorale? Est-ce que Podemos, par exemple, avec l'occupation de la place à Madrid, n'a pas retrouvé à des moments un écho? Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Est-ce que vous tracez un trait définitif sur l'absence d'écho de ces deux bulles, ou est-ce qu'il y a quand même parfois des exceptions? Non, je pense qu'il y a... L'exception, c'est quoi? C'est quand les mouvements sociaux, c'est-à-dire la politique réelle, vive, concrète, dans des situations, dans la rue, sur des places, ailleurs, dans des lieux de production, mais pas que, dans des ZAD, dans des collectifs de campagne, je sais pas, ruraux, qui essaient de protéger telle terre agricole contre tel projet, etc. etc. Ça, c'est de la force vive. Et c'est tellement puissant, ça a atteint un moment un tel degré de puissance que même une élection arrive à en tenir compte, quoi. C'est-à-dire que ça arrive même jusqu'aux oreilles sourdes du dispositif électoral. C'est ce qui s'est passé avec 68 et 81. C'est ce qui s'est passé dans quelques séquences électorales. Donc on voit bien qu'en fait, de toute façon, le nœud, c'est toujours qu'il y ait
des rapports de force extrêmement favorables dans la rue, quoi. Dans la rue, j'entends par rue, encore une fois, tout ce que j'ai... C'est presque un mot comme ça, valise, un mot fourre-tout pour désigner ce que j'appelle la politique, quoi. Oui, donc oui, heureusement que ça peut, à un moment, quand même, infiltrer l'élection. Faire effraction dans l'élection, et presque de façon impérieuse, quoi, comme si l'élection ne pouvait pas faire autrement. Je prends toujours l'exemple de l'avortement en 1974. Ça, c'est vraiment typique. Vous avez un mouvement féministe extrêmement fort, vivace, qui vient de très loin, mais qui s'est densifié, je dirais, après-guerre, aux États-Unis, en France aussi, et ailleurs, en Occident beaucoup. Bon, il y a un moment, de toute façon... alors qu'on a affaire à un gouvernement conservateur, giscardien, à une Simone Veil, qui elle-même d'ailleurs est une femme de droite, hein, je veux dire, et qui l'a bien prouvé par la suite, qui l'a bien prouvé avant et après. Mais là, il y a quelque chose qui est impérieux, quoi. C'est-à-dire qu'on on peut plus faire autrement. Il est très largement temps d'enfin en finir avec la saloperie des avortements clandestins et de tous les drames en cascade, millénaires d'ailleurs, autour de ce vécu-là. Voilà. Et si ça n'avait pas été un gouvernement de droite, un autre gouvernement l'aurait fait, quoi. Je veux dire, de la même façon que l'abolition de la peine de mort, bon oui, bien sûr, le fait que la gauche soit élue a accéléré le processus, mais on voit bien que c'est des... D'ailleurs, il y a des pays où la peine de mort a été abolie par des gouvernements de droite. Donc c'est plutôt ça, des tendances lourdes, quoi, des déplacements de mentalité aussi, qui viennent de très très loin, qui sont parfois liés à des faits matériels, hein, les mentalités, la matérialité des choses, tout ça, ça fonctionne ensemble chez les matérialistes, et je pense qu'ils ont raison là-dessus. Voilà, et ça vient se déposer parfois dans une élection, puis éventuellement dans une politique gouvernementale. Mais il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose d'extrêmement puissant qui se soit joué dans la vie même, j'ai envie de dire, dans la vie même, quoi. La vie des mentalités, la vie des corps, la vie des mouvements, la vie des collectifs, la vie de la production, la vie des lieux de travail. C'est ça qui vient se déposer. Je serais un tout petit peu moins optimiste sur... je ferai un bilan un peu plus mitigé sur Podemos, parce que d'un certain point de vue, je pourrais le lire à mon avantage, enfin, au désavantage des faits, mais à l'avantage de ma théorie, à savoir que le début de la vie électorale de Podemos aura quand même sanctionné la fin de Podemos en tant que force vive, force de déstabilisation, force d'invention, de grande invention politique, très intéressant ces gens, hein, au début des années 2010. J'ai l'impression qu'à un moment, à partir du moment où ils sont entrés dans le... les choses se sont un peu refroidies quand même, hein. Donc il y a le chaud de la politique a été comme douché en fait par des stratégies électorales dans lesquelles ils sont un peu rentrés, d'ailleurs assez complaisamment pour certains, c'était un peu décevant. Après ils ont arraché 2-3 trucs, mais non, là, je ne mettrais pas ça, et je ne vois pas vraiment le débouché électoral des mouvements Occupy par exemple. Ça peut peut-être faire advenir un candidat comme Sanders. Oui, exactement. Bah oui, mais bon, avec quel résultat? Il n'a pas pris le pouvoir. Voilà, un Sanders gagnant aux États-Unis, alors ça, je vais te dire, ça, je pense qu'on sera tous morts depuis longtemps avant que ça arrive, quoi. Et lui aussi, je pense. Ça fait 50 minutes qu'on parle. On va prendre quelques questions du public. Je vous demande vraiment, si c'est possible, de poser des questions à François Bégodeau. Il y aura un moment de dédicace après. Vous pourrez dire et parler sans forcément un point d'interrogation à la fin. Là, comme on est tous ensemble, merci de mettre ce point d'interrogation à la fin de vos phrases. Et je fais passer le micro parce que sinon on ne va pas bien s'entendre. Vous pouvez dire espèce de connard, mais point d'interrogation. Oui, merci, bonsoir. Moi j'avais une... Larsen. Non, en fait, je trouvais intéressant ce que vous disiez au tout début sur le fait... Alors, c'est extrêmement désagréable. La proximité de l'enceinte. Je ne veux pas me lever. Hein. Non, mais en gros, ce que je trouve intéressant, c'est que vous me dites qu'il n'y a rien qui s'exprime dans le vote ni dans l'abstention. À une exception près, ce sont les votes nuls sur lesquels les gens inscrivent des choses. Et oui, mais en fait, on a souvent méprisé et mis de côté ces votes. Or, il se trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui s'exprime. Il y a quelque chose qui est finalement subversif, puisque ce sont des gens qui se lèvent, vont au bureau de vote et finalement disent « je vous emmerde ». En fait, non, ça ne va pas se passer. Et c'est pareil pour le vote blanc. Et en fait, ma question, elle arrive, c'est qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance du vote blanc qui, articulé à un mécanisme qui, par exemple, obligerait un renouvellement du personnel politique aux élections suivantes ou des choses comme ça. C'est le cas en Colombie, il me semble. Enfin voilà, du coup, qu'est-ce que vous penseriez de ce mécanisme qui pourrait peut-être alléger la supercherie
de l'élection. Oui, mais je suis ouvert à tout ça. Mais d'abord, je noterai que le vote nul sur lequel on inscrit quelque chose n'est pas, comment dire, ce qui est inscrit sur le vote nul n'est pas officialisé. Non. Bah, c'est peine perdue. J'ai envie de dire bah, puis il y en a, à mon avis, il y en a qui écrivent sur le vote, sur leur bulletin nul, je t'aime Chantal, hein, ou Mathilde, fais-moi un enfant. Enfin, je pense qu'il y a des gens, ou voire même Hitler avait raison. Non, mais de toute façon, donc voilà, ça n'apparaîtra pas sur la place publique. Donc pour moi, c'est nul. Enfin, je veux dire au sens où ça n'intervient pas dans la donne générale. Le vote blanc, effectivement, la comptabilisation du vote blanc, je note quand même qu'il y a encore une fois 6000 motivations pour voter blanc. Il y a des nazis qui ont envie de voter blanc, il y a des gens d'extrême gauche qui ont envie de voter blanc et qui aimeraient bien que le vote blanc soit comptabilisé. C'est des trucs qu'on entend. Bon, une fois qu'on a dit vote blanc, on n'a pas dit grand-chose, quoi. Hein. Donc je note quand même que tout ça, ça ne peut pas me satisfaire. Je veux dire, parce que moi, je ne sais pas, moi je rencontre des connards qui me disent qu'il faudrait comptabiliser les votes blancs. J'en rencontre beaucoup, ça fait longtemps en plus. Hein. Parce que ça fait 40 ans qu'on en parle, c'est une espèce comme ça d'arlésienne. Bon. Après, oui, l'idée que ce serait comptabilisé et que cette comptabilité puisse être suivie des faits, comme effectivement il semble que ce soit le cas en Colombie, mais je compte dans d'autres pays aussi, oui, pourquoi pas, mais alors là, ça nous emmènerait dans un autre truc. Moi, j'ai pas très envie, je suis pas très d'humeur réformiste par rapport au dispositif électoral. Je rentre pas trop dans la problématique de qu'est-ce qui pourrait rendre ce dispositif un peu moins pire, puisque c'est le dispositif lui-même que je trouve discutable et de toute façon vain. Donc les petits amendements qu'on pourrait y apporter, ça m'intéresse parce que ça m'intéresse toujours quand des gens réfléchissent à une certaine inventivité politique. Je ne suis pas du tout puriste de ce point de vue-là. Je suis toujours ouvert, voilà, je vous entends parler, ça me plaît plutôt parce que je sens que ça bosse, quoi, ça réfléchit. Mais fondamentalement, moi je ne suis pas dans cet esprit-là là, par rapport à l'élection. Je pense qu'elle est en tant que telle non réformable, quoi. Ou alors elle est réformable, mais donc de façon négligeable par rapport à l'étendue du problème étant la dépossession, tout simplement. La dépossession ou le fait que bon, je me suis mis évidemment sous la tutelle d'Élysée Reclus, voter c'est abdiquer. Ben oui, quoi. Ben oui. Et franchement, vous pouvez lire beaucoup de livres de Reclus, qui est tout anarchiste qu'il était quelqu'un d'extrêmement modéré dans l'expression. Et ce qui rend d'ailleurs ces livres tout à fait agréables. C'est d'un grand calme, très souverain. Moi, un auteur que je recommande, y compris ses livres de géographie d'ailleurs. Et pour qu'il en soit arrivé, lui, à lancer un peu une formule, comme ça, un peu coup de poing, un peu bam, voter c'est abdiquer, fallait vraiment qu'il en soit absolument convaincu, quoi. Et oui, j'ai du mal à lui donner tort. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il y a deux questions en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fantasme de la Révolution ? En vrai, de penser que du coup, le peuple français a déjà fait des révolutions et du coup pourrait les refaire. Vous avez parlé de la Commune, vous avez parlé de mai 68, tout ça, mais en fin de compte, c'est des révolutions qu'on fait un peu, enfin, qu'on fait un flop après. Enfin, il n'y a pas eu non plus tant de choses qui sont sorties, à part Cohn-Bendit peut-être. Je suis pas sûr que c'est vraiment ce qui est sorti le mieux. Et aussi, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'individualisme de votre part au premier tour, je peux comprendre de ne pas vouloir voter, mais au second tour, de ne pas y voir une forme de danger pour des minorités qui, eux, potentiellement, n'ont pas cette chance de pouvoir les voter. Je parle par exemple des étrangers, tout ça. Et en fait, en vrai, vous avez beaucoup employé le terme « je », enfin « moi ». Mais en fait, en vrai, en fin de compte, on vote pas pour nous, on vote pour les autres. Surtout nous, dans le cadre qu'on met ici, c'est à Vincennes, on est tous des petits bourgeois sans doute. Il y a une forme aussi d'individualisme aussi dans le choix de ne pas voter au second tour. Au premier, je peux comprendre, mais au deuxième, un peu moins, pour être honnête. Bon, alors je vais recommencer par la fin, et je vais essayer d'être méthodique. Premièrement, le mot, ça c'est une parenthèse que je dis pour moi-même, pour ma propre gouverne intellectuelle, et le suivi de ma propre vie à mes propres yeux. Je n'affecte pas du tout négativement le terme individualiste. Et voilà. Donc, je ne me sens jamais blessé quand on me reproche d'être individualiste. Je considère que l'individualisme est l'horizon vers lequel nous devrions tous tendre. Glorifier les individus, glorifier la singularité. Et je tiens d'ailleurs que l'émancipation, c'est toujours glorifier l'individu contre la structure. Donc occupons-nous bien de nos individus, des individus que nous sommes, et des autres individus, parce qu'un individualiste conséquent aime aussi l'individualité des autres. Bon, ça ne nous intéresse pas, mais je tenais à le dire. Si jamais vous voulez prolonger ce truc, j'y consacrais une bonne vingtaine de pages dans un livre précédent. En admettant donc qu'individualiste soit plutôt négatif et péjoratif, je veux dire, si jamais il est individualiste de ne pas aller voter dimanche prochain, je trouve qu'il est quand même
assez facile de s'acheter la conviction pour soi-même qu'on ne l'est pas. Et je vous promets que si jamais de voter me permet de m'exonérer de l'accusation d'individualisme, j'irai voter. S'il suffit de faire ça pour ne pas être considéré comme individualiste au sens péjoratif, bon bah je vais voter. Si vraiment la question du vote est une question morale, et si vraiment de voter ou non distribue les points moraux, bah je vais voter, c'est super. L'autre jour, on me disait que c'était bourgeois ma position. J'ai dit, mais s'il suffit d'aller voter pour ne pas être bourgeois, d'ailleurs je m'étonne que beaucoup de bourgeois votent, et que même les bourgeois hyper votent, hein. La bourgeoisie est la classe qui vote. Donc il est étrange d'aller dire à quelqu'un que ne pas voter serait bourgeois. Mais puisque, si jamais il est admis qu'il est bourgeois de comme ça, d'avoir cette espèce de distance comme ça, moi j'irai voter et comme ça je n'essuierai pas le terme bourgeois. Je trouve vraiment, je veux dire, il y a un ratio entre le geste et son efficacité morale qui me plaît immédiatement, quoi. Après, donc je ne rentrerai pas dans ce truc-là de ne pas aller voter contre Marine, c'est exposer les populations étrangères ou issues d'immigration, avec des degrés, à ce qu'elles pourraient subir. Je m'exonère de toute responsabilité sur le fait qu'il y ait eu un glissement autoritaire dans la société française. Parce que c'est ça que sanctionnerait un vote dimanche. Et ça, je m'exonère de toute responsabilité. Et je considère, puisque nous sommes dans le comptage de points moraux, je considère que j'ai fait le boulot. En tant qu'intellectuel public, par exemple. J'ai fait le boulot et depuis bien longtemps. Et je m'en suis coltiné des autoritaires dans tous les sens. Et ça me vaut d'ailleurs beaucoup de difficultés par moment. Donc, à la rigueur, si on compte les points, j'ai ma conscience avec moi. Et après, sur l'autre question, bon, je serais moins... je sais pas, vous aurez peut-être remarqué, si vous me suivez un peu, y compris ce soir, que je ne prononce jamais le mot de révolution. Donc ce n'est pas du tout un mot qui est opératoire pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un certain goût pour effectivement quelques épisodes révolutionnaires de l'histoire, mais non, je ne me situe pas là-dedans. Donc je ne vois pas à quoi je m'en remettrais à la révolution comme une espèce comme ça de panacée politique. C'est pas mon idée du tout. J'aurais plutôt même une idée anarchiste que l'idée n'est jamais de prendre le pouvoir, c'est plutôt de faire pression sur le pouvoir et d'imposer des puissances démocratiques sur les pouvoirs existants. C'est donc pas la prise de pouvoir qui serait la définition de la révolution, entre autres choses, quoi. 68, ça serait intéressant qu'on en parle vraiment. Parce que vous dites finalement, alors finalement c'est pas stricto sensu une révolution, puisqu'il n'y a pas eu de prise de pouvoir, c'est plutôt, disons, une insurrection, un mouvement massif, qui a engagé des étudiants, des ouvriers, des machins. Et vous dites, finalement, il n'a pas ressorti grand-chose. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ne prenez pas, comment dire, comme argent comptant, le récit officiel et médiatique, ou alors disons contre-médiatique, mais ce qui en revient au même pour moi, sur l'idée que 68, ce serait des blaireaux comme 68, comme Bendit. Demandez aux femmes de cette génération ce que ça leur a fait, 68. Demandez-leur un peu, renseignez-vous, vraiment. Faut pas regarder la télé, où il y a quelques anciens 68ards, soi-disant, qui sont devenus des macroniens émérites, ou des pubards affligeants. C'est pas ça, 68. C'est plein de vrais gens, lambda, qui, à bas bruit, ont pris élan sur cette insurrection, ou pris élan d'ailleurs sur le moment dans lequel s'inscrivait cette insurrection, pour gagner des micro-émancipations tout à fait intéressantes. Notamment du côté des femmes, par exemple. Mais pas seulement. Pas seulement. Il y a beaucoup de femmes qui vous raconteront, moi je sais, c'est la génération de ma mère ou de ses copines. Donc j'ai grandi dans ces récits-là. Et puis je connais d'autres qui vous diront que voilà, il y a eu comme ça une impulsion qui a été faite. Par exemple, ce qui se passe à LIP 2-3 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, c'est 73, je crois, LIP. Une espèce d'épisode d'autogestion comme ça, de l'usine LIP de Besançon, où les femmes d'ailleurs auront une grande importance, mais c'est une parenthèse, est un écho de 68. Il faudrait voir un petit peu toute la traînée, en fait. C'est comme ça que ça s'évalue, en fait. Ça irradie peu à peu, ça irrigue. Et du coup, il y a eu des années 70, je veux dire, où il faisait meilleur vivre quand même, enfin vivre, je ne sais pas, mais en tout cas, l'état des discours et l'état des débats dans les années 70, c'était quand même autre chose que nous maintenant, où il y a une domination, une hégémonie culturelle de la droite. C'était quand même autre chose, quoi. Il y avait un grand mouvement comme ça, où tout était remis en question, où il y avait une grande ébullition politique,
une ébullition critique sur l'existence, sur les institutions, dans tous les domaines d'ailleurs, y compris des domaines qui ont été très largement, je dirais, abandonnés par la gauche, et je le regrette d'ailleurs. On faisait feu de tout bois à l'époque, on interrogeait la famille, on interrogeait l'école, on le fait moins maintenant. Il y avait évidemment la fac de Vincennes. Ben oui, bien sûr, comment ne pas y penser, ici même. Tout à fait, voilà, oui, bien sûr. Et exemplairement, dans le domaine de la psychiatrie, c'est penser beaucoup de choses. Mais ça venait de loin aussi, l'antipsychiatrie, elle naît après-guerre, quoi. Mais 68 a été une accélération du mouvement, il y avait des intellectuels qui accompagnaient ce mouvement, et ça donnait tout un tas comme ça d'hypothèses. Enfin, ça a été quelque chose d'extraordinaire quand on regarde vraiment la vraie vitalité d'une société. Et c'est ça la politique, c'est aussi comment ça se joue au quotidien, dans tout un tas d'institutions, dans tout un tas de lieux. Donc, 68 est ce qui est arrivé de mieux à la France au XXe siècle, hein. Quoi qu'on en pense par ailleurs. Donc je maintiens que c'est quand même là que ça se passe et que ça change les vies. Ça émancipe vraiment, en fait, concrètement des gens. Bonsoir. Ma question, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser, parce que vous avez parlé du dispositif électoral qui n'était pas à penser, qui a été écrit par des constitutionnalistes, et donc pour la préservation de l'ordre établi, vous parlez aussi du dispositif scolaire qui, par l'illusion méritocratique, nous fait penser qu'on peut s'en sortir, mais en fait qui est complètement illusoire. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser à des dispositifs qui auraient été pensés, pour des intérêts mercantiles, bourgeois, militaires par exemple, je pense à Internet, et qui sont subvertis de l'intérieur par justement cette pensée de la subversion. Donc, parce que vous moquez un peu les profs de gauche qui pensent que de l'intérieur ils peuvent changer l'institution éducation nationale en étant. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas penser quand même une possibilité de subversion pour des dispositifs qui n'ont pas été pensés pour la fonction de préservation de l'ordre? Ouais, c'est une très bonne question. En plus, je suis plutôt réceptif, moi, ce genre de truc, parce qu'il y a un certain purisme théorico-structurel qui parfois est un peu pénible, qui consisterait à dire à partir du moment où, effectivement, quelque chose est advenu de la bourgeoisie, alors il ne peut rien en advenir, quoi. Il n'y aurait rien à en tirer. Et donc là, je trouve qu'il y a une espèce de psychorigidité théorique, parfois, qui n'est vraiment pas mon état d'esprit. Où je serais quand même un peu psychorigide, malgré tout, c'est sur les dispositifs qui ont été, je dirais, explicitement pensés pour la préservation de l'ordre. Et je pense que l'école et l'élection ont été explicitement pensés pour. En fait, où je pense qu'il peut y avoir des subversions incidentes, des subversions par le sabotage, ou en tout cas l'investissement subversif de quelque chose qui a priori ne l'était pas, c'est paradoxalement, mais pas, plutôt dans les inventions du capital. C'est les inventions du monde marchand. Parce que le monde marchand, au bout du compte, il n'a de religion que la marchandise, quoi. Et alors il arrive qu'au sein même de sa religion de la marchandise, il s'agit toujours d'accumuler du profit et donc de vendre toujours plus, de faire consommer toujours plus, et d'inventer toujours des nouveaux produits qui permettront de renouveler l'acte d'achat. On connaît bien le marchand, c'est sa religion. Mais là, c'est tellement obtus comme religion, il n'y a pas de soubassement idéologique de ça en fait. Le capitaliste n'a d'idéologie que le capital. Je veux dire, le marchand n'a d'idéologie que c'est de la marchandise, il serait prêt à tout vendre du moment que ça vend, quoi. Donc c'est là qu'il peut se passer des trucs. C'est là qu'il peut se passer des trucs. Et qui sait passer des trucs. Et j'ai souvent pris l'exemple du rock. Je veux dire, et je le reprendrai. Je pourrais prendre l'exemple de plein d'autres trucs. Oui, je pense que le rock a été très très vite une machine à fric. Et très très vite, des argentiers et des marchands ont vraiment envisagé la manne que ça pouvait représenter, parce que ça prenait bien cette connerie. Ça avait l'air d'exciter toute la jeunesse occidentale, donc ça allait faire de la thune. Ils y sont allés, ils ont développé, ils ont managé des groupes, ils ont poussé au cul tout un tas de gens, ils ont multiplié les studios, les instruments, les machins, les trucs. Et oui, ça donne les Stones, quoi. Ça donne les Rolling Stones. Alors là, tiens, de temps en temps, alors non pas que les Stones soient des modèles forcément de subversion d'ailleurs, mais en tout cas, c'est des modèles musicaux pour moi. Et puis oui, ça a pu donner la contre-culture par le rock, enfin en tout cas tout un tas d'éléments comme ça de subversion qui étaient portés par la musique populaire rock. Mais il y aurait plein d'autres exemples, il faudrait interroger le rap de ce point de vue-là, parce qu'il y a toujours l'idée effectivement qu'il y a eu beaucoup dans le rock aussi, que le rap serait récupéré à partir du moment où il devient archi-commercial. C'est pas si facile que c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il y a des effets de récupération, il y a des effets d'aseptisation à partir du moment où vous devenez vraiment une marchandise, mais ça n'empêche pas que, est-ce que ça ne peut pas aussi donner plus d'ampleur à une certaine subversion qui viendrait des quartiers populaires. Enfin, tout ça, il faudrait juger au cas par cas, quoi. Donc moi, j'ouvre tout à fait la porte à ça, un peu moins quand vraiment les trucs, bon, pardon, mais l'école, la bourgeoisie sait très bien ce qu'elle fait quand elle institue l'école, quoi. Elle sait très bien ce qu'elle fait.
Elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle veut fournir l'industrie et elle veut mettre au pas. Donc, bon, ça me paraît compliqué de subvertir vers l'émancipation un dispositif comme celui-là. Je ne vois pas comment ça se fait. Une question incidente, comment vous avez fait pour être enseignant en sachant, en ayant en tête cette conception de l'institution scolaire? Bah, je pense qu'il faudrait demander à plein d'enseignants qui sont de gauche et qui eux-mêmes ne sont pas très d'accord avec l'idéologie qui sous-tend ou le calcul marchand et d'ordre qui sous-tend l'école et qui pour autant arrive à s'accommoder de ce métier bon an mal an, mais c'est toujours un peu bon an mal an quand même. Après, ça pose la question plus fondamentale de... je pense qu'on s'accommode aussi beaucoup de choses dans notre société. Bien qu'ayant un fort intérieur, on n'arrête pas de subir des choses, on n'arrête pas de cautionner tout un tas de trucs qu'on réprouve. Concernant moi, mes années d'enseignement, je dirais que j'en ai d'autant moins fait un sujet moral pour moi, à savoir, mais est-ce que je ne suis pas en train de me compromettre dans une institution dont je considère qu'elle légitime l'inégalité plutôt que de résoudre les inégalités. J'étais d'autant plus à l'aise moralement avec cette histoire que moi, je n'avais pas demandé à bosser, quoi. Il y a quand même un moment, c'est pas de ma faute, moi. Bon, c'était compliqué de trouver une place vertueuse sur le marché. C'est compliqué. Moi, j'en parlais hier à mes nièces, là. L'une a 18 ans, l'autre 21. Ben, je ne sais pas quoi leur dire. Je sais pas quoi leur... Bon, de toute façon, elles ne m'écoutent pas, donc la question ne se pose pas. Mais je n'ai aucune autorité, aucune crédibilité sur elles. Donc elles n'attendent pas de moi une espèce de conseil comme ça, genre oriente-toi vers là, petite. Alors que j'adorerais jouer à ça. J'adorerais faire le tonton. Mais quand bien même elles m'écouteraient, je ne saurais pas quoi leur dire. Pour trouver une place sur le marché qui les satisfasse, qui corresponde à leurs désirs, à leurs aspirations, qui ne soit pas trop aliénante, où elles ne se trempent pas les mains dans la saloperie, bah c'est compliqué. Hein. Et à chaque fois que je rencontre des jeunes gens de 20-30 ans qui sont plutôt comme ça, dans cet atermoiement-là, moi je ne sais pas quoi leur dire. Et je ne savais pas quoi me répondre à moi-même quand j'avais 20 ans. Je ne savais pas quelle position je pouvais marchandiser socialement. Alors évidemment, il y avait la tentation de la grande sécession. Ça, c'est vrai qu'elle a été présente. En plus, j'étais un peu dans le punk à l'époque. Moi, je n'ai pas eu les couilles de la sécession. Ça, c'est vrai. Certains de mes copains l'ont eu. Moi, je n'avais pas ça. Ça, c'était mon côté fils de fonctionnaire. Il faut un peu de sécurité quand même. Enfin, il y avait des raisons plus profondes pour lesquelles je voulais de la sécurité. Mais disons, voilà, fondamentalement, je pense que c'est compliqué d'occuper une place, disons, innocente de la saloperie de la marchandise dans cette société. On prend la toute dernière question ici. Oui, on vous donnera Allez, il y en aura 2. Je décide, c'est moi qui... Je sabote le dispositif. Oui, tu dis que le Front National, le Rassemblement National vit essentiellement au moment des élections et en particulier l'élection présidentielle. Et du coup, je me dis, mais en fait, si elle gagnait, elle serait peut-être bien emmerdée. C'est ce qu'on disait de son père beaucoup. On disait de son père... Il reste combien 8 minutes, c'est ça je transmets, c'est ça On disait que Le Pen ne voulait pas gagner. Ça avait été beaucoup dit en 2002, qu'en fait... Et je crois que c'était pas si faux. Pour une fois, c'était une spéculation d'éditorialiste que je trouvais à peu près audible. Parce que je pense qu'effectivement, le pouvoir n'intéressait pas Le Pen, qui était plutôt un franc-tireur, quoi. Alors c'est vrai que c'est un parti plutôt de franc-tireur, Pour moi, c'est une espèce de politisation de la mauvaise humeur, l'extrême droite, quoi. L'affect maître, c'est la mauvaise humeur. Et donc, ils politisent leur mauvaise humeur. Alors, c'est vrai que la mauvaise humeur, du coup, quand elle est engagée à s'exercer positivement, elle est dans une sorte d'oxymore, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se dit qu'ils seront un peu emmerdés. Après, Marine Le Pen, je ne sais pas, pour tout un tas de raisons, ce serait un sujet d'analyse psychologique très profond, ou psychosociologique. Non, mais je réfléchis sur elle. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a dans le bide, quoi. C'est quoi son ressort pour être devenue comme ça une machine à se présenter tous les 5 ans, quoi. Parce qu'elle fait que ça de sa vie. Hein. Elle fait les chats et ça. Qu'est-ce que c'est son ressort? Bon, évidemment, on voit bien qu'il y a des... C'est là que ça intéresserait le romancier que je suis. On voit bien qu'il y a des ressorts un peu psycho-familiaux, là, quand même. Hein, Et parce que Marine était un peu la dernière roue du carrosse, quand même, dans la fratrie ou la sororie Le Pen. C'était un peu la moins aimée du papa, du patriarche. Donc il y a un côté... En plus, elle s'est fâchée depuis avec Jean-Marie, plus ou moins, réconciliée, mais pas. Donc là, je pense qu'il y a un ressort chez elle de revanche,
de montrer de quoi elle est capable, quoi, de montrer elle qui était la plus méprisée des sœurs. Parce que je crois que Jean-Marie avait plutôt investi dans l'aînée, qui elle s'est retirée. Enfin, bon. En plus, sa nièce l'a trahi, donc là c'est motivant, quoi. Et donc elle est prête à tout. On voit bien qu'elle est prête à tout maintenant. Elle est revenue donc sur le voile, là, qui était quand même un peu c'était son produit, c'était son offre promotionnelle, je dirais. Ça, c'est mon meilleur fromage, hein, je vous le conseille. On l'a reçu hier. C'est la suppression du voile. Vraiment, je vous le recommande. Même ça, elle avale, donc elle est capable d'avaler toutes les couleuvres, elle est capable de dire une chose et son contraire. C'est tout à fait étonnant. Donc il y a vraiment chez elle, je pense, envie d'arriver au pouvoir et probablement de l'exercer. Plus première femme, etc. Qu'est-ce qu'ils feront? Bon, après, on va là-dessus. Je pense qu'un soit on est marxiste, soit on n'est pas marxiste. Voilà, c'est la seule question. C'est ce que disait à peu près Shakespeare, en fait, mais il avait avec un autre verbe. To be marxiste. Non, mais si on est marxiste, ce qui reviendrait peut-être un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur mon irresponsabilité de ne pas voter dimanche. Si on est marxiste, c'est quoi être un marxiste? Bon, je ne sais pas si je suis marxiste, mais en tout cas, c'est un paradigme qui m'intéresse, comme on sait. On considère que ce qui est structurant fondamentalement dans une société, c'est quand même c'est la répartition de la richesse, c'est la répartition des capacités de production. De ce point de vue-là, si on est un marxiste conséquent, on ne voit pas comment Marine Le Pen pourrait, comment dire, de quelque manière changer la donne fondamentale et structurelle de la société. C'est-à-dire que lundi prochain, business as usual. Bon, par ailleurs, c'est Macron qui va gagner. Même à l'aise, hein. Je peux vous le dire. Mais admettons que lundi, mais business as usual, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une structuration de la société contre laquelle Marine Le Pen, alors évidemment, elle fera ce que font un peu les gens du même profil, quoi. C'est-à-dire, effectivement, aller sadiser, martyriser quelques migrants, aller emmerder les étrangers, durcir, hein, simplement, d'ailleurs, hein, parce que en fait, ceux d'avant ont très largement commencé le boulot. Hein, bon. Donc encore plus durcir les brimades vis-à-vis des populations souffrantes, et notamment étrangères, ou issues d'un parcours migratoire dans la société. Voilà, ce serait peut-être des trucs comme ça, tout à fait pénibles pour les gens concernés, mais très à la marge, finalement, dans la donne générale d'une société, qui continuera comme avant, quoi. En gros, d'ailleurs, on voit bien, Marine Le Pen, c'est ça, et je pense avoir une analyse marxiste des choses, c'est Marine Le Pen n'accédera au pouvoir que lorsque la bourgeoisie lui permettra d'y accéder. Voilà. Et que donc elle aura montré patte blanche. Là, la patte blanche qu'elle leur montre, mais vraiment, mais comme ça, quoi, genre, mais ces trois pattes blanches d'un coup, qu'elle secoue devant les bourgeois, et devant les électeurs de Pécresse notamment, quoi, c'est « Non, c'est bon, je ne toucherai pas à l'Europe. » Parce que la bourgeoisie ne veut pas sortir de l'Europe. En fait, la bourgeoisie a tout à fait envie, elle n'a pas envie, comme ça, qu'il y ait de soubresauts ou de rupture dans le continuum économique qui la fait reine. Donc, on est bien dans l'Europe, on y reste, quoi. Je veux dire, ça leur profite. Donc, quand Le Pen devait sortir de l'Europe, eh ben, je veux dire, elle était très, très largement condamnée. Ça, c'était il y a 5 ans. Là, maintenant, elle a montré patte blanche. Bon, sans doute pas encore assez pour que ça passe. Ça viendra. Mais d'une certaine manière, en fait, comment dire, Marine Le Pen deviendra présidente quand elle sera définitivement exactement comme Macron. Donc, finalement, comment vous dire, c'est là qu'on voit que ce n'est pas un enjeu majeur. Et la toute dernière des dernières, qui était là-bas, non? Oui, oui. Vous avez un peu répondu. Moi, je voulais vous dire, vous disiez que tous ces débats politiques, on n'est pas dans une réalité parce qu'on ne sait pas de quoi ils parlent et tout ça. Et moi, je voulais que vous me disiez là, demain, dimanche, moi, j'aimerais pas tomber dans une réalité que je ne veux pas. Parce que malgré tout, si, je vais le dire, hein, si c'est Le Pen, je pense que cette réalité-là, ça va me faire mal et je ne veux pas la voir. Donc ça deviendra quand même une réalité. Là, c'est vrai ce que vous dites, hein, j'ai entendu, c'est la première fois que j'entendais ça, le fait que voter, c'est vrai, je le sais bien, je le vois bien. Je ne vote pas pour des choses qui arrivent, mais là, il y a des choses qui vont arriver quand même. Quoi donc? Ben, qu'est-ce qui vous fait peur en premier? C'est quoi votre top 3 de l'horreur? C'est juste de savoir que c'est quelqu'un qui a des idées de haine. Non. Eh ben, non, ben, on a dit qu'on allait parler du réel, donc on ne va pas dire idée de haine. On n'est pas Patrick Cohen quand même, donc on va parler concrètement. Non, il n'y a pas d'idée de haine. Moi, je trouve Macron tout aussi haineux vis-à-vis de plein de gens.
Donc quoi? Top 1 que vous craignez la lundi. Avec quelqu'un qui veut virer les gens de certains appartements parce qu'ils occupent la place de certains Français. Alors, comment elle va faire? Elle va aller chercher les gens, elle va les sortir comme ça. Moi, voilà. Ma question, c'était, rassurez-moi, cette réalité-là, je ne vais pas la voir. Parce que ça, pour moi, ça va devenir une réalité, peut-être pour nous aussi. Oui. Oui, non, mais moi, je suis d'accord. Encore une fois, je l'ai dit, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'offensives sociales violentes contre les plus souffrants et les plus fragiles, bien sûr. Mais pardon, hein. Pour moi, entre l'ordre dans lequel nous sommes maintenant et celui qui s'instituerait si Marine passait, il n'y aurait qu'une différence de degré. Ok. Donc pour moi, c'est simplement une histoire d'intensification. Intensification veut dire que les violences que vous craignez ont déjà lieu, mais à un degré moindre. J'espère qu'elles vous inquiètent, j'espère que vous en enquérez. J'espère que, globalement, vous savez, il y a tout un tas de gens qui n'arrivent pas à se loger dans la société française. Hein, étrangers, moins étrangers, etc. Mais a fortiori, effectivement, les plus souffrants qui sont toujours, effectivement, les nouveaux arrivants, disons au premier chef. Donc j'espère que l'émotion que vous consacrez à la perspective, aux perspectives de violence sociale que vous décrivez, ne prend pas tout votre capital émotionnel, quoi, et que vous êtes aussi enquise de ce qui se joue comme violence sociale dans la société actuelle, et qui a 90% de chances de continuer, voire même de s'intensifier dans les 5 années à venir. Hein. J'espère que vous serez très vigilante sur ce qui se passe véritablement du côté du logement social, par exemple, où il se passe beaucoup de choses très antisociales, mais vraiment dans la gestion ordinaire par la bourgeoisie du parc de logements sociaux. Voilà, c'est tout. J'aimerais qu'on soit... Je ne voudrais pas que vous me fassiez l'impression de ne vous inquiéter du réel qu'à partir du moment où il est possible que Marine Le Pen... voilà. Vous me rassurez. Voilà, c'est moi qui suis rassuré maintenant. On s'est tous bien rassurés. On s'est rassurés. Merci beaucoup, François Bégodeau. Merci de l'accueil, merci. Si on voudrait juste bien vouloir replier votre chaise et la mettre sur le côté, on va passer à une petite séance de dédicace. Vous êtes mon meilleur des quatre. Non, mais je sais, c'est vrai. Ah ouais. Il sera déjà des petits. C'est vraiment le digne. Ouais, c'est clair. Je vais m'asseoir. Merci. Non, mais j'ai eu des témoignages comme ça, c'est vrai. Ouais, oui. Merci. Merci. J'ai bossé. Ah oui. Je préfère une critique ciné qu'on fait des débats politiques. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Ah ouais, moi je suis d'accord. C'est intéressant. J'arrête la politique. Que du podcast. Que du podcast. Ciné. Et on revient dans le cas du cinéma. Ça, c'est pas gagné. Bah, vous étiez il y a pas longtemps avec Marcus Suzanne. Oui, mais j'étais invité quoi. Il se passe pas le Il m'a fait poser des questions.